Bonjour, voici une vidéo intitulée « Décoloniser l'enseignement éducatif et les programmes scolaires en France ». Je vous propose cette vidéo en tant qu'enseignante. Je travaille dans un collège au nord de Londres, dans un collège public d'État. J'enseigne le français, l'espagnol, l'histoire et la géographie à des élèves âgés de 11 à 16 ans. Et j'ai commencé à travailler sur l'issue et le problème de la décolonisation de l'enseignement en 2020. Et j'ai commencé à me pencher sur le projet au niveau pédagogique dans le cursus anglais. Et maintenant, il est grand temps de passer à ce même processus, mais dans le cursus européen et particulièrement en France. C'est pour ça que cette vidéo est donc filmée en français. Alors, je commence par vous proposer un petit quiz. Donc, connaissez-vous ces trois femmes qui sont sur l'écran? Donc, je vous laisse les contempler. Il s'agit bien évidemment de trois femmes d'origine africaine-américaine. Alors, les connaissez-vous? Je suis à peu près à 100% sûre que tout le monde connaît leur travail, leur projet, mais leur nom n'est pas très familier. Alors, je vais dévoiler leur identité. Il s'agit donc des fondatrices du mouvement Black Lives Matter. Je vous avais prévenu, vous les connaissiez. Et leurs noms sont donc Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi. Donc, ces trois femmes ont créé une association à œuvre caritative dans le but de protéger les vies des personnes de couleur, particulièrement des personnes noires, mais pas seulement, qui vivent aux États-Unis et qui sont victimes de brutalité policière. Nous sommes tous au courant de ce que c'est que Black Lives Matter, mais nous ne sommes pas toujours conscients du fait que ce sont des femmes qui ont créé cette association. Alors, le mouvement des Black Lives Matter, il va fêter son anniversaire, ça va faire 10 ans que ça a été créé, c'était en 2013. C'est devenu très célèbre pendant le premier confinement en 2020 parce que tout le monde était cloîtré à la maison et on avait le temps de regarder la télé et de se mettre au courant des informations. Donc, j'ai ajouté la photo de Breonna Taylor qui a été assassinée par des policiers et de George Floyd, bien sûr aussi, mais il y en a beaucoup d'autres malheureusement. Et j'ai ajouté la photo d'Adama Traoré pour souligner le fait que le mouvement des Black Lives Matter n'est pas juste un mouvement en ce qui concerne la réalité au niveau racial aux États-Unis, mais cela concerne le monde entier, et que ce n'est pas seulement aux États-Unis que des personnes sont assassinées par la police en raison de leur origine ethnique. Donc, le racisme en France, il est tue, on n'en parle pas, mais pourtant, il tue aussi. Il y a un site internet qui s'appelle Basta. Basta, ça veut dire ça suffit en espagnol. C'est une base de données, bastamag.net, qui recense le nombre de morts assassinés par des policiers en exercice. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu 478. Ça fait beaucoup de vies brisées et beaucoup de familles dans la douleur. En France, on est victime du délit de faciès. Pas autant qu'aux États-Unis, mais tout de même. Il y a 22% des hommes qui se disent d'origine arabe ou maghrébine qui déclarent avoir été contrôlés plus de 5 fois par la police au cours des 5 dernières années en France. Donc, par exemple, de 2017 à 2023, ils ont été contrôlés plus de 5 fois. Cette proportion est 10 fois plus élevée que celle déclarée par les hommes blancs. Donc, on voit qu'il y a un réel fossé entre l'expérience des gens blancs en France et l'expérience des gens qui sont d'une autre origine ethnique. Alors, j'ai choisi de vous montrer cette photo des candidats à la présidentielle de 2022. Pourquoi? Parce que pour moi, elle est très représentative de ce qui se passe en France. En Angleterre, nous avons eu des premiers ministres qui étaient des hommes et des femmes, mais aussi des personnes qui n'étaient pas que blanches. En France, si on nommait Anne Hidalgo, qui a bien sûr des origines espagnoles, on voit que tous les hommes et les femmes qui sont portés candidats à la présidentielle ont le même profil. Donc, ce sont des personnes caucasiennes, des personnes blanches. On en est encore loin si on pense aux États-Unis qui ont quand même réussi à élire un président métis, moitié kényan, moitié américain. En France, il y a un certain retard.
ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez de personnes de couleur qui soient potentiellement éligibles, mais c'est parce qu'on choisit de ne pas les élire ou de ne pas les sélectionner. Alors je vais vous donner un exemple. Quand j'ai montré à mes parents, qui sont plutôt des personnes ouvertes, qui sont vraiment au fait de ce que c'est que le racisme, je leur ai parlé du fait que j'étais très surprise que Christiane Taubira n'ait pas eu les 500 signatures afin de devenir candidate à la présidentielle. Et même au sein de ma famille, on m'a dit « Ah, mais c'est parce qu'elle n'a pas été considérée comme quelqu'un qui pourrait être présidente. » Alors, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut pour être considéré comme quelqu'un qui puisse être président? Parce que Christiane Taubira a été ministre, Christiane Taubira a écrit des ouvrages de politique et de philosophie. Christiane Taubira est quelqu'un qui a fait de la politique pendant plus de 40 ans, alors pourquoi est-ce qu'on ne la considère pas comme une candidate potentielle? À mon avis, c'est parce que c'est une femme de couleur. C'est mon avis. A priori, le racisme est évident, puisque dans cette présidentielle, on n'avait que des personnes blanches. Même si on avait, par exemple, Christiane Taubira, qui aurait pu postuler, mais qui n'a pas été reçue. Donc, qui suis-je pour me permettre de parler de racisme et de colonisation ou de décolonisation? Eh bien, je suis une femme française, mais aussi une femme métisse, avec des origines guinéennes, Guinée-Conakry. Je suis une enseignante, j'ai fait toutes mes études en France et j'ai enseigné dans un collège à Massy-Palaiseau. Après avoir fait mon CAPES, j'enseignais l'anglais en France et quand j'ai déménagé en Angleterre, j'ai commencé à enseigner le français. Donc, j'ai une vision qui est transnationale à ce niveau-là. Ça ne concerne pas que les programmes éducatifs français, mais aussi les programmes éducatifs anglais. Et aussi, je regarde ce qui se passe aux États-Unis, bien entendu. J'essaie d'être une affranchie intellectuelle, c'est-à-dire que j'essaie de me questionner et de questionner les systèmes dans lesquels j'évolue. Et c'est ce qui m'amène à me pencher sur la décolonisation. Mon profil personnel, mon histoire personnelle, c'est avoir vécu toute mon enfance dans une famille blanche. Je n'avais pas de contact avec mon père qui est d'origine guinéenne. Donc j'étais élevée par mes grands-parents et ma mère qui sont tous blancs et on habitait dans une région très rurale au centre de la France. Et j'étais une enfant choyée, une enfant désirée et malheureusement, j'ai quand même subi beaucoup d'expériences racistes quand j'ai commencé à aller à l'école à 2 ans et demi, car c'était donc une région rurale où il y avait pratiquement personne qui n'était pas blanc ou franco-français. Donc vous pouvez voir sur l'écran le genre de terminologie auquel j'ai dû faire face. Il y avait de la terminologie qui était plutôt positive. Par exemple, on me disait que j'avais des beaux cheveux, mais on voulait les toucher. On me comparait à des ingrédients de nourriture, par exemple praline ou caramel. Par contre, ça pouvait aussi devenir assez agressif et péjoratif, comme vous pouvez le voir quand on m'appelait boudin noir ou quand on me demandait de retourner dans ma jungle, bien sûr. Donc cette expérience du racisme, elle m'a permis de toujours questionner le rôle qu'on donne aux autres et le regard qu'on a sur les autres. Donc, avec le fait que j'ai déménagé en Angleterre, je me suis rendu compte, quand j'ai fait des études en Angleterre aussi, j'étais étudiante à Goldsmiths quand j'ai fait ma préparation pour devenir professeure en Angleterre, et je me suis rendu compte qu'en Angleterre et aux États-Unis, on avait un terme qui s'appelait la décolonisation du système scolaire. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on n'en avait jamais parlé en France, parce que pour moi, ça tombait sous le sens. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que la décolonisation. Au niveau scolaire, décoloniser l'éducation, c'est déjà décoloniser sa perception du monde, c'est décoloniser son esprit, se rendre compte que la société dans laquelle on vit, elle est influencée par des facteurs culturels, historiques, politiques et économiques qui reflètent le passé. Et dans le passé de la France, comme dans le passé des États-Unis ou de l'Angleterre, il y a eu des atrocités commises par les Européens contre des personnes de couleur. Donc, décoloniser sa pensée, ça part de analyser l'impact de la colonisation sur notre mode de pensée et ses effets néfastes. Ensuite, il s'agit de proposer une éducation moderne, différente et nouvelle
à nos jeunes. Il faut leur présenter un monde ouvert, universel, divers et représentatif, dans lequel toutes les ethnies sont représentées, à part égale. Et pour finir, afin d'avoir cette pédagogie et de la mettre en place, il faut valoriser et promouvoir les personnes de couleur. Il faut les valoriser dans les milieux scientifiques, culturels, sportifs, éducatifs, à tous les niveaux. Parce que trop souvent, les personnes de couleur sont spoliées, dénigrées, mises de côté, ostracisées ou tout bonnement oubliées. Alors, d'où vient le terme racisme ? Eh bien, son existence est très ancienne, mais son utilisation est plus récente. La première fois que l'on voit le mot racisme utilisé dans un ouvrage publié en français, c'est en 1892 avec Gaston Méry, l'auteur. C'était un auteur antisémite qui écrivait dans un journal d'extrême droite intitulé La Libre Parole. La devise de la Libre Parole était la France aux Français, une devise dont on est plutôt habitué. Son ouvrage le plus notoire s'intitulait Jean Révolte, dans lequel il exprimait sa haine des Français et des Juifs. Donc le concept de racisme est inséparable de celui développé au XIXe siècle, c'est-à-dire l'idée de la souveraineté de la nation, dont l'apogée eut lieu pendant la Première Guerre mondiale avec ce bain de sang sacrificiel, où on a sacrifié toute une génération de jeunes hommes. Le racisme est une croyance récente qui a un peu plus de 100 ans, mais qui est beaucoup plus ancienne. Elle n'est pas à confondre avec le tribalisme. Qu'est-ce que le tribalisme ? Le tribalisme, c'est quand on a une réaction primitive, on préfère quelqu'un qui fait partie de notre propre groupe. C'est une étape de la prise de conscience de soi. Faire partie d'une tribu, c'est rassurant, on se sent reconnu, on fait partie prenante. Une tribu peut être constituée de personnes qui ont les mêmes caractéristiques physiques, mais pas seulement. Ça peut être les mêmes traditions, la même religion ou les mêmes habitudes. Par exemple, on a des tribus qui se rassemblent par le biais de la musique, ou des gens qui se sentent plus proches d'autres personnes qui ont les mêmes habitudes au niveau du shopping, ou des pratiques sociales. Par exemple, on va plutôt tendance à vouloir épouser quelqu'un dans la même classe sociale que soi-même. Ou alors on va embaucher des gens qui viennent de la même école privée où on a fait nos études. Ou alors on refuse d'épouser une femme qui n'est pas circoncise, par exemple. Le tribalisme est différent du racisme parce que le tribalisme n'est pas supporté par une organisation politique et gouvernementale. Le racisme est institutionnel. Le racisme a été inventé pour légitimer l'invasion et l'asservissement des peuples étrangers. Par exemple, le terme de race humaine est une construction sociale. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Il n'y a qu'une race humaine. Mais on a commencé à faire des différences et à différencier les personnes qui font partie de la race humaine. Le premier, c'était Johann Friedrich Blumenbach, qui était un homme allemand qui a fait ses études à l'université de Göttingen. Il a écrit sa thèse en latin, c'était la coutume à l'époque, et c'était intitulé De Generis Humani Varietate Nativa. Alors, Blumenbach, il a différencié des sortes d'humains. Il a différencié la race mongole, américaine, caucasienne, malaise et éthiopienne. Le terme caucasien est toujours utilisé par le gouvernement en Angleterre et aux États-Unis pour différencier l'origine ethnique des gens. Blumenbach a commencé aussi l'étude des crânes, craniologie, qui est très notoire au XIXe siècle par la suite. Mais dans sa théorie, Blumenbach n'avait pas identifié de hiérarchie. Pour lui, tous les humains étaient au même niveau, ils étaient tous humains, avec des différences. C'est par la suite qu'on a essayé de prouver scientifiquement que l'humain était à hiérarchiser. Alors, je vous rappelle, puisque nous sommes enseignants, qu'on peut utiliser des documents ressources authentique. Et j'ai trouvé cette chanson de Lofofora, qui était un groupe de métal parisien alternatif, qui a pour credo et titre l'œuf. Alors le titre c'est l'œuf, mais le refrain c'est une seule race pour plusieurs couleurs. Et je trouve que c'est un très très bon un très très bon refrain, parce que ça montre à quel point Blumenbach s'est un peu trompé, dans le sens que il a différencié les races, mais en fait il n'y en a qu'une. Il y a plusieurs types, mais il n'y a qu'une seule race. Donc, nous n'allons pas passer trop de temps sur le heavy metal parisien.
un peu bruyant, mais vous voyez le genre. Vous pouvez l'utiliser avec vos élèves, ne serait-ce qu'au niveau des paroles. Vous n'avez pas besoin de leur jouer la musique. Dans tous les cas, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies se sont rendues compte qu'il fallait éradiquer le concept de race parce que c'était un concept néfaste. Donc ils ont publié un rapport dans lequel il est dit que la race est un mythe social et pas un fait biologique. Le mythe de la race a causé d'énormes dégâts humains et sociaux, et les différences biologiques entre les groupes ethniques doivent être ignorées du point de vue de l'acceptation sociale et de l'action sociale. Donc ça, c'était publié en 1963. Et qu'est-ce qui se passe dans les faits ? Est-ce qu'on a beaucoup évolué dans notre vision de la race ? Pas trop. Mon assertion aujourd'hui, ce que j'essaie de démontrer, c'est que nous vivons toujours dans une société, la société française en l'occurrence, où le racisme est institutionnalisé. Alors, pourquoi ? Vous allez me dire. Eh bien, c'est simple. Le racisme, il est une idée qui a eu un nom plutôt récent, il y a à peu près 100 ans, mais c'est une idée ancienne. La première fois qu'on a institutionnalisé le racisme, c'était en 1550, avec la controverse de Valladolid. Des prêtres de l'Église catholique, la plupart espagnols, parce que ce problème s'est présenté avec la découverte du Nouveau Monde, ou juste l'arrivée des Espagnols dans le Nouveau Monde. Il y avait deux personnalités, Bartolomé de las Casas et San Juan Ginés de Sepúlveda. Bartolomé de las Casas voulait que l'on respecte les Amérindiens en tant que personnes. Juan Ginés de Sepúlveda n'était pas d'accord avec lui. Ils se sont affrontés au sujet de la colonisation et des droits de l'homme. La conférence a eu lieu bien avant le départ de l'esclavage, mais Bartholomé, malgré sa tentative de protection des Amérindiens, a eu une très très mauvaise idée parce qu'il a suggéré qu'on fasse venir des Africains pour travailler dans les colonies du Nouveau Monde. Alors, après cela, s'est déclenché 400 ans d'asservissement, de mutilation, de torture des Africains. Et on peut dire que c'est le début, la controverse de Valladolid, de l'institutionnalisation du racisme. Parce que ce sont des personnes qui ont du pouvoir législatif, dans le sens que ce sont des hommes d'église importants, qui décrètent que certains hommes ont des droits et d'autres moins. Alors, je ne vous fais pas un cours d'histoire, ce n'est pas le but. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ces idées de racisme sont très anciennes. L'institutionnalisation du racisme est ancienne et que l'on n'a pas encore fini avec les séquelles de cette période. Je vous montre deux illustrations tirées d'un manuel de première. Donc, les étudiants français au lycée vont avoir ce genre d'illustration dans leur manuel d'histoire. Il s'agit d'événements pendant la colonisation. Donc, nous avons le complot des empoisonneurs. Alors, rappelez-vous, ce sont des Vietnamiens qui voulaient lutter contre l'occupation française. Si on transpose dans une perspective européenne, c'est l'équivalent des résistants français qui luttent contre les SS ou la Gestapo allemande. Et pourtant, la façon dont on a décrit ce complot, c'est on parle de criminels, et d'ailleurs ils ont tous été assassinés par la suite de ce tribunal en juillet 1908. Est-ce qu'on parle encore d'eux de manière flatteuse comme on parlerait des résistants ? Je ne suis pas sûre. On a un manque d'objectivité dans la perspective quand on étudie la colonisation. La résistance des empoisonneurs à Hanoï en 1908 serait plus objective que de parler de criminels. Opération Gerboise dans le désert algérien, je vous rappelle que la bombe atomique a été utilisée alors que l'Algérie était en guerre d'indépendance. Les Algériens voulaient récupérer leur pays et les Français ont profité de l'accès au territoire pour encore quelques années pour faire des essais atomiques à l'air libre, sans prévenir la population, sans mettre en place de précautions pour les protéger. C'est ça la colonisation. Et quand on en parle dans les manuels d'histoire, on en parle d'une façon factuelle, sans parler de la moralité. Et je pense que c'est une grave erreur. Il faut recadrer notre regard. La France ne se sent pas aussi responsable que les États-Unis ou l'Angleterre ou l'Afrique du Sud par rapport à son passé raciste.
Le racisme français est voilé, il est caché, il est plongé dans les racines du colonialisme, de l'esclavagisme, mais il est encore bien présent dans la société française. La ségrégation à la française, c'était le code de l'indigénat. On divisait les personnes selon qu'elles étaient citoyennes françaises ou sujets français. Les indigènes avaient moins de droits. Ils pouvaient être arrêtés, ils pouvaient être battus. C'est ça, la ségrégation. Et pourtant, on n'en parle pas autant que l'on parle de la ségrégation en Afrique du Sud quand on fait de l'histoire. Le racisme institutionnel, il est toujours présent. Quand on regarde le taux de chômage en France, qui est au chômage? Les jeunes, les femmes, les étrangers. Rien n'a changé. 9 personnes noires sur 10 en France disent être victimes de discrimination raciale. Elles sont victimes et pourtant, rien n'est fait pour les protéger. Si vous voulez en lire plus aussi au niveau du vocabulaire du racisme, vous avez un petit lexique du racisme qui a été publié au Canada. Je vous mets le lien, vous pouvez approfondir votre recherche. Dans tous les cas, j'utiliserai personne de couleur pour des personnes qui ne sont pas en apparence blanches ou caucasiennes. L'absence de statistiques est très très pratique en France parce que ça permet d'éviter le sujet. Quand on essaie de savoir qui sont les personnes qui sont les plus discriminées, il est difficile de trouver des statistiques fiables. Et quand on en trouve, par exemple, dans cet extrait que j'ai pris sur l'INSEE, l'Institut national de la statistique, j'ai trouvé que 40% des ménages d'origine non européenne subissent plus de durée d'attente que des ménages d'origine européenne pour l'accès au logement social. Donc là, on parle des plus défavorisés, on parle des personnes pauvres qui ont accès à un logement social. Et pourtant, ils sont moins, ils passent plus de temps à attendre quand ils sont d'origine non européenne. Et dans la terminologie utilisée par l'INSEE, dans l'article, on utilise le conditionnel pour parler de discrimination, comme si on ne pouvait pas nommer la discrimination totalement. Alors, il semblerait que ce soit de la discrimination statistique. Pourquoi un conditionnel? Le problème quand on nie le racisme, quand on n'ose pas le nommer, c'est qu'il peut se perpétuer. Et on arrive dans une société où l'intelligence artificielle va prendre le dessus. Vous allez avoir de plus en plus accès à l'intelligence artificielle dans votre quotidien. Ça va avoir un impact sur l'emploi et ça va aussi avoir un impact sur vos mouvements. Je vous donne un exemple que Joy Adowa-Buolamwini a remarqué elle-même. C'est une informaticienne, c'est son dada, elle est spécialiste d'intelligence artificielle et d'algorithmes. Et elle a remarqué, elle habite aux États-Unis mais maintenant elle est basée au Canada, et elle a remarqué que la reconnaissance faciale ne fonctionnait pas aussi bien pour elle que pour ses amis blancs. Elle a fait de la recherche, elle s'est rendue compte que, comme les algorithmes sont faits par des personnes blanches, ils sont testés par des personnes blanches sur des personnes blanches. Par conséquent, si vous avez un taux de mélanine important, la reconnaissance faciale ne fonctionnera pas aussi bien. Alors imaginez, essayez de passer à l'aéroport pour pouvoir prendre votre billet d'avion ou aller prendre l'avion et la machine ne fonctionne pas parce que l'algorithme ne prend pas aussi bien en compte le taux de mélanine. Les premiers algorithmes de reconnaissance faciale ne reconnaissaient pas les peaux noires parce que nous n'avons pas assez de personnes de couleur qui créent les algorithmes. Ce racisme dans l'embauche, ce racisme dans l'accès aux études a des répercussions sur votre quotidien. Rappelez-vous que seulement 30% des travailleurs en informatique en France sont des femmes. Et je n'ai pas réussi à trouver des statistiques au sujet des minorités. Parce que, en France, on ne propose pas de ticket, de cocher la boîte comme aux États-Unis ou en Angleterre où on vous demande de quelle origine ethnique vous êtes. Le racisme institutionnel en France, c'est effacer la personne de couleur. Alors, on l'efface discrètement. On l'ignore un peu. Parfois, on la supplante. Et quand c'est plus un racisme direct, on l'insulte ou on l'ostracise directement. Voici Betty Boop. Elle était chanteuse américaine
à la base, c'était Esther Jones qui a créé un personnage de Baby Jones. Elle était très célèbre. Mais le problème, c'est que quand on a décidé d'illustrer un personnage fondé sur Esther Jones, on l'a représenté au début, vous voyez, en haut à droite, avec une peau plutôt foncée. Mais au fur et à mesure des années, on a oublié que Betty Boop était noire et on l'a blanchie. Jusqu'au bout où, dans certaines illustrations, Betty Boop avait les cheveux roux et la peau très très blanche. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est du whitewashing, c'est du blanchiment. On part d'un personnage afro-américain et on le blanchit pour le rendre plus acceptable. L'inverse, c'est le grimage. Gérard Depardieu a décidé de jouer le rôle d'Alexandre Dumas, un grand auteur français métis. Mais le problème, c'est qu'il ne voulait pas qu'un acteur métis ait le rôle, donc il s'est juste mis beaucoup de fond de teint et a fait faire une permanente à ses cheveux. Pareil avec Angelina Jolie, quand elle a joué le rôle de Marianne Pearl, qui est métisse. Elle a mis du fond de teint et une perruque afro. Alors, vous allez me dire, tout le monde se maquille pour jouer un rôle. Le problème, quand on fait du grimage en noir, c'est qu'on empêche un acteur métis ou africain ou américain, africain-américain, d'avoir un rôle important. Et on récupère des rôles qui devraient être la prérogative d'acteurs de couleur. Ça va jusqu'en 2017, cette pratique du grimage noir. C'est tabou aux États-Unis, mais en France, on se permet encore de le faire. La journaliste Jeanne Deroux, dans le magazine Elle, s'est déguisée en Solange Knowles pour une fête. Alors, ce ne serait pas dérangeant le grimage en noir si on n'avait pas tout un passé colonial, esclavagiste, où on se moque de la couleur noire. C'est une pratique raciste qui devrait être absolument tabou en France. L'UNESCO a retiré la Ducasse date du patrimoine culturel immatériel de l'humanité parce que dans les célébrations, on a un personnage grimé en noir avec des chaînes. L'image est vraiment dégradante et particulièrement choquante en 2022. Pareil avec le père Fouettard. Le père Fouettard était à l'origine un moine un peu échevelé en France. Mais en Hollande, il a pris des relents raciales avec une représentation avec des cheveux crépus et des lèvres rouges et la peau noire. Je suppose que ça a un rapport avec la colonisation du Congo qui s'était faite elle-même d'une façon très violente. Mais la célébration de Noël raciste en Hollande continue. J'espère qu'elle va bientôt disparaître. Pour rendre hommage aux personnes de couleur, il ne faut pas se déguiser en personnes de couleur. Pour leur rendre hommage, il faut raconter leur histoire. Et j'applaudis Abdelatif Kechiche qui a réalisé La Vénus noire pour raconter l'histoire de Sarge Bartman, cette femme hottentote qui a été exhibée. Elle a été utilisée comme prostituée et elle est morte dans la pauvreté en Europe après avoir été montrée comme une bête de foire. Donc c'est un film de 2009 que vous pouvez visionner si vous le souhaitez. Donc, avec tous ces exemples, le grimage en noir, le blanchiment, la discrimination qui est présentée avec le conditionnel comme si ce n'était pas encore prouvé, je vous montre à quel point nous vivons dans une société française où les fondements sont racistes. Des études montrent que la discrimination à l'embauche est réelle, 40% en moyenne. C'est énorme. Le problème, et mon assertion comme quoi le racisme est institutionnel, c'est que nous avons une solution ou un élément de solution pour la discrimination à l'embauche. Nous avons, par le Sénat, une proposition de loi qui date de 2009 qui propose le curriculum vitae anonyme pour éviter la ségrégation à l'embauche. Et pourquoi notre société est-elle raciste ? Institutionnellement, c'est parce que nous avons un problème, nous avons trouvé un potentiel de solution, mais nous refusons de l'appliquer de façon généralisée.
Alors, la discrimination à l'embauche, elle est réelle. Je vous mets une petite ressource authentique. C'est This is la peste avec Jeunes de banlieue qui date de 2005. C'est un clip vidéo où on voit illustrer la façon dont les gens sélectionnent les CV en regardant la photo ou le nom et en mettant le nom un peu étranger à la poubelle directement. J'aime bien utiliser ce genre de vidéos parce qu'on peut travailler sur la langue, on peut travailler plus facilement avec la musique, c'est un médium qui est facile d'accès, mais on peut aussi travailler sur des problèmes d'ordre civique et historique. Cette limite du CV anonyme, je la connais bien. Je me doute qu'une fois qu'on a sélectionné des CV, s'ils sont anonymes, on va avoir un premier entretien et la personne va venir, et si elle a l'air différente de par ses origines, elle aura peut-être tout autant de risques de ne pas être sélectionnée. Mais au moins, quand on utilise le CV anonyme, on montre que l'on veut changer les choses. Les études de testing conduites en France mesurent à quel point on refuse d'embaucher des personnes de couleur, qu'elles soient nord-africaines ou d'Afrique subsaharienne. Donc, la France est encore un pays raciste qui ne met pas en place des solutions pour aider la population victime du racisme. On perpétue le racisme en prétextant ou en prétendant qu'il n'existe plus. D'où l'usage du conditionnel. Je vous montre ce sondage de l'Institut Ipsos avec le Conseil représentatif des associations noires qui a relayé que en février dernier, 91% des personnes noires métisses se sentent victimes d'une discrimination à caractère racial. Donc c'est énorme, c'est un problème énorme en France. Nier l'existence de la différence, ça permet de ne pas y faire grand-chose et de ne pas l'atténuer. La discrimination directe est toujours d'actualité. On entend toujours des gens qui refusent de servir d'autres personnes à cause de leur couleur de peau, malheureusement. Mais quand elle devient indirecte ou statistique, elle est encore plus pernicieuse parce qu'elle est subtile et elle est difficile à prouver. Je vous donne un exemple. Quand on refuse de louer un appartement à quelqu'un parce que c'est une personne arabe ou noire, c'est du racisme direct, de la discrimination directe. Par contre, quand on prétexte on ne veut pas louer un appartement à quelqu'un issu d'une minorité ethnique parce qu'on dit que cette personne ne gagne pas assez d'argent pour vraiment s'assurer de couvrir le loyer, c'est un prétexte. L'argent est un prétexte pour ne pas louer cette propriété. Alors, je voulais regarder l'étymologie du mot Kaira parce que je suis une professeure de langue et c'est important l'étymologie pour les linguistes. Donc, dans This is la peste, Jeunes de banlieue, on avait une petite vidéo plutôt comique, plutôt positive, qui me faisait une satire de la société française dans la discrimination à l'embauche. Dans Lemonade Kaira, on a une vidéo très violente qui montre un changement d'attitude dans les banlieues où ce rejet, cette discrimination qui a perduré pendant des générations, depuis 1960, depuis la décolonisation, ça a créé beaucoup de ressentiments. Et dans Lemonade, ça s'exprime par le port d'armes d'assaut, une culture très violente qui, je pense, c'est très intéressant de comparer la musique de This is la peste et son clip vidéo à la musique de Lemonade pour voir à quel point le problème des banlieues s'est aggravé et parce qu'on n'a pas adressé le racisme tout très clairement. Le terme de Kaira désigne une personne pauvre, pas forcément une personne de couleur, mais c'est vrai qu'en France, la plupart des personnes de couleur se retrouvent à être pauvres, donc il y a une association qui se fait. Et il y a deux étymologies qui sont proposées, l'une en allemand, l'une en anglais, et l'une en latin. Et dans les deux cas, il y a un processus de déshumanisation avec l'association à un animal, soit le chien, soit l'écarisseur, donc qui a un rapport avec l'animal aussi. Donc dans les deux cas, c'est très péjoratif. Alors les personnes qui sont nommées Kaira par d'autres essaient de se réapproprier le terme, mais c'est quand même un terme très très lourd à porter. Alors, je vous encourage à regarder cette vidéo, sachant que celle de Lemonade est plutôt passive, donc soyez au courant. Ne la regardez pas avec des enfants très jeunes.
Les discriminations en France existent, vous en êtes conscient, je l'espère, mais elles ne se reflètent pas toujours dans les lois. On ne met pas en place des lois pour endiguer les discriminations et les stopper. Il y a une tendance actuelle, c'est une sensibilisation, c'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'il y a de plus en plus de discrimination, mais on n'entame pas de démarche pour poursuivre en justice les personnes qui font ces discriminations. Pourquoi ? Parce que je pense que le système n'est pas favorable. Le racisme est encore trop institutionnel et on refuse de changer les institutions afin d'éviter que les discriminations ne se perpétuent. Pour utiliser en classe avec vos élèves ou avec vos enfants, donc La haine, c'est un classique, c'est un film culte, c'est un film magnifique, mais qui est déjà un peu vieux, qui date d'il y a 25 ans, un peu plus. Mais il a inspiré beaucoup d'autres films. Et vous avez une série sur Netflix qui s'intéresse au sort des femmes en banlieue, qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien, qui est une citation directe de La haine. Et vous avez aussi une petite comédie, Jusqu'ici tout va bien, qui montre le poids des discriminations et des préjugés sociaux contre les gens de banlieue. Donc je vous invite à visionner ces films et à peut-être les utiliser comme ressources authentiques en cours. Pourquoi utiliser des ressources authentiques ? Eh bien, c'est pour mieux approcher le public jeune, mais aussi parce que mon travail d'enseignante, c'est d'intégrer les jeunes issus des minorités ethniques et de les aider à devenir des citoyens accomplis. Et pour ce faire, il faut qu'ils connaissent leur histoire. Et donc, ça fait 40 ans qu'on se bat en France pour l'égalité, contre le racisme. Ça fait des centaines d'années qu'on se bat pour redonner tous leurs droits aux personnes de couleur. Mais on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe dans les rues. La culture populaire est vraiment dénigrée dans les programmes scolaires. Donc, il est important d'étudier et d'enseigner la marche des beurs, par exemple, en 1983. Vous avez cet ouvrage pour le faire, par Michael Augustin, La vraie histoire de la marche des beurs. Il faut enseigner aux jeunes leur histoire pour qu'ils la comprennent mieux. Et pour qu'ils puissent avoir le vocabulaire et la compréhension pour appréhender le racisme qu'ils subissent au jour le jour. Parce que nos enfants, nos étudiants subissent le racisme à l'école. Quand on subit du racisme, j'en parlais dans la première partie, cela engendre un sentiment de détresse, c'est frustrant, on se sent dévalorisé, on se sent marginalisé, on peut exprimer ce malaise par de la méfiance, de l'agression, de la haine, de la violence contre soi-même et contre les autres, et ça peut aussi se finir avec une dépression ou une estime de soi fracturée, une aliénation en quelque sorte. Pour en savoir plus, il y a un lien pour un article en anglais, mais aussi Africain citoyen d'ici de là-bas, né de parents blancs et noirs, la France d'aujourd'hui. Donc cet article est très intéressant parce qu'il vous montre à quel point quand on est biracial, quand on est métis en France, on se sent à l'écart. Je dirais assis entre deux chaises. Donc quand on est enfant, on fait face aux moqueries. Ensuite, on nous fait face au déni de la discrimination. On nous dit qu'on exagère, on nous dit qu'on est très bien intégré et qu'on devrait ne pas se plaindre. On est parfois associé à une communauté, juste une, alors qu'on est biracial, ou alors on est dénigré dans cette biracialité. On peut être rejeté par les deux communautés, on est trop noir pour certains, trop blanc pour d'autres, ce qui donne une dissonance cognitive, on ne sait pas vers qui se tourner. Et aussi, on est défini par le regard des autres. Moi, quand j'étais petite, j'avais pas l'impression d'être différente de tous mes amis et de ma famille parce que tout le monde était blanc. Mais on m'a très vite fait ressentir ma différence. C'est l'hétéroracisation. Ce n'était pas mon regard, c'était le regard imposé sur mon corps qui faisait que je me sentais différente. La santé mentale des jeunes victimes de discrimination est mise en péril par le principe de la double peine. Quand on est issu d'une minorité ethnique, on a moins accès aux soins et on a moins accès aux thérapeutes ou aux psychologues dont on a besoin. Et on en a peut-être d'autant plus besoin qu'on reçoit des traumatismes au quotidien quand on est rejeté. Donc appartenir à une minorité, c'est
encore plus difficile pour avoir une bonne santé mentale et c'est encore plus ardu quand on n'a pas accès aux services spécialisés quand on en a besoin. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, dans mon rôle d'enseignant ? Eh bien, j'essaie de reconnaître que le racisme existe au quotidien et c'est le rôle de tous les enseignants d'ailleurs, de reconnaître que le racisme existe en France. Et il faut aussi montrer que le racisme, il opère à l'école. Quand on se concentre sur un certain groupe d'artistes ou de scientifiques et qu'on en oublie d'autres. Il faut relier la culture avec un grand C aux autres formes de culture, les cultures urbaines, populaires, indigènes ou locales. Il faut être inclusif dans notre façon d'appréhender les étudiants, mais aussi de leur enseigner. Et aussi, il faut valoriser les personnes issues des minorités et promouvoir leurs talents et leurs œuvres. Alors, je vous montre une image de personnalité modèle pour les jeunes Français de nos jours. Il y en a 2 qui sont sportifs et 2 qui travaillent dans la dramaturgie, dans l'art dramatique. Est-ce que vous les reconnaissez ? Alors, je vous montre leurs noms. Clarisse Agbe Nenou, Evan Fournier, Sami Outalbali et Aïssa Maïga. Donc, en France, c'est peut-être plus facile de réussir dans les milieux du sport quand on est issu de minorités ethniques parce que c'est considéré comme admis, mais c'est encore très difficile de réussir en tant qu'acteur ou en tant que magistrat ou en tant qu'avocat ou imaginez en tant que notaire par exemple. Donc il y a des filières où on nous encourage à aller quand on est une personne de couleur et puis d'autres filières où on est découragé, plus particulièrement les filières où on a un rôle de management ou de leader. Donc il faut savoir que quand on encourage quand on valorise les modèles pour les jeunes, dans la politique ou dans la finance, on montre que c'est possible à nos étudiants de travailler dans ces milieux-là. Alors, je pense que tout collégien et tout enseignant devrait avoir lu La pensée blanche de Lilian Thuram, parce que c'est un essai fascinant. Il a réussi à résumer tout ce que j'avais éprouvé dans ma vie en tant que personne de couleur française, avec une aise et une écriture qui se lit très bien. Donc, je cite « La pensée blanche est une idéologie raciste qui enferme le monde ». Donc, ce qu'il entend par la pensée blanche, ce sont ces œillères où on prétend que le monde se réduit à une minorité ethnique et financière et culturelle. Lisez ce livre, il est vraiment, vraiment intéressant et je pense qu'il aidera tous les enseignants à appréhender la décolonisation de l'enseignement. L'entretien, mais il y a plein d'entretiens que vous pouvez consulter sur YouTube qui sont d'une très haute qualité. Alors, le conseil de Lilian Thuram et mon conseil aussi pour décoloniser, c'est qu'il faut appeler un chat un chat. Et si vous faites face à un acte raciste, ne l'excusez pas, nommez-le. Si quelqu'un dit quelque chose de raciste, faites-lui savoir que ce que vous venez de dire est raciste et c'est inacceptable. Il faut arrêter d'utiliser le conditionnel. Quand on fait face à une discrimination, il faut la nommer. Quand on fait face à la violence policière, il faut la nommer. Et il faut respecter les victimes et reconnaître qu'elles ont été victimes d'actes racistes sur le sol français. Pour décoloniser la société, il faut commencer par décoloniser son propre esprit. Ngugi wa Thiong'o est la première personne qui a parlé de décoloniser l'esprit dans son ouvrage qu'il a publié en 1981. La décolonisation commence par le langage, mais aussi par une prise de conscience. Ngugi wa Thiong'o était un écrivain kényan qui écrivait en anglais et il avait beaucoup de succès dans son pays. Son pays était indépendant, décolonisé de l'influence anglaise. Et pourtant, un dictateur a mis en prison Ngugi wa Thiong'o parce que il avait un pouvoir intellectuel. Et en prison, Ngugi wa Thiong'o s'est rendu compte que il était en prison parce que dans son pays, il y avait encore l'empreinte du racisme et de la colonisation. Et il s'est dit, il a eu une épiphanie, un moment où il a réalisé, pourquoi est-ce que j'écris en anglais? C'est la langue de l'oppresseur, c'est la langue du colon. Pourquoi est-ce que je n'écris pas dans ma langue natale, le Gikuyu? Et il a commencé à écrire son premier roman en Gikuyu, quand il était en prison. Et donc c'est ce cheminement que l'on doit faire maintenant. On vit dans une société qui est raciste, il faut l'accepter pour pouvoir lutter.
Le programme scolaire français doit refléter le racisme inhérent à la société française, ne pas l'excuser et ne pas l'éviter. Quand on parle de Paris et de la culture française à des étrangers, voilà ce à quoi ils pensent. La mode, l'élégance, je ne sais quoi, la Tour Eiffel. S'ils sont un peu plus cultivés, s'ils ont eu l'occasion de voyager, ils vous parleront du château de Versailles, du classicisme à la française, des jardins à la française avec la symétrie, de la décoration à la française, la galerie des glaces, etc. Et s'ils connaissent leur histoire, ils vont vous parler du roi Soleil, de l'absolutisme, du ballet. Le roi Soleil était un fan de ballet. Mais ça, ce n'est pas toute la France, ce n'est pas toute l'histoire, c'est juste la partie dorée. Quand on regarde de l'autre côté de la médaille, on peut parfois mentionner les femmes. On commence à parler de l'histoire féministe en France, mais quand on parle des femmes, c'est souvent avec leur rapport à un homme célèbre. Mais quand on veut représenter l'histoire d'une manière décolonisée en France, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut parler du revers de la médaille, de l'impérialisme, de la colonisation, de l'esclavagisme et de la décolonisation. Parce que nous n'aurions pas un château de Versailles si nous n'avions pas eu la traite des Noirs, par exemple, l'esclavage. C'est ce qui finance la beauté dans l'architecture. Le Code noir, c'est un code signé par Louis XIV et c'est un code écrit par Colbert, son ministre. C'est un code qui légifère et qui conseille aux Blancs comment traiter les Noirs esclaves. Alors, on encourage la mutilation, on encourage les punitions corporelles, on encourage de séparer les enfants de leur mère et de dénigrer leur identité. La France a les mains sales et c'est notre devoir de mémoire de le reconnaître. Le commerce triangulaire, c'est la mutilation, c'est le kidnapping, c'est la torture, c'est le travail forcé, c'est détruire des cultures et c'est détruire l'identité. Alors, comment enseigne-t-on ça ? Eh bien, il faut commencer par changer notre perspective. Si je vous montre cette photo, est-ce que vous pouvez nommer la personne qui est à cheval ? Eh bien, il s'agit de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, bien sûr. Elle est donc là sur la place centrale à Orléans, la place de la Chancellerie. Vous la connaissez ? C'était une femme qui a mené une armée pour bouter les Anglais hors de France, qui a libéré la France du joug anglais et qui a déplu à Charles VII parce qu'elle était trop célèbre et donc il l'a laissée se faire attraper et juger et brûler à Rouen. Mais connaissez-vous ces deux autres femmes ? Qui sont-elles ? Moins connues. Et pourtant, ce sont deux héroïnes qui, comme Jeanne, se sont rebellées contre l'oppresseur, ont organisé une résistance armée et se sont battues jusqu'au bout. Alors, vous pouvez apprendre le nom de ces deux femmes. Si vous allez à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, visitez le mémorial, le centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Mais je vais vous donner leur nom. Alors, il s'agit de la mulâtresse Solitude. On ne connaît pas sa date de naissance parce que les esclaves, on ne prend pas la peine de noter leur date de naissance et leur anniversaire. On ne fête pas l'anniversaire des esclaves. Elle n'avait pas de nom de famille non plus, parce qu'on ne note pas les noms de famille, ou alors c'est le nom du maître qui la possédait. Solitude, elle s'est battue contre l'oppresseur français. Elle a organisé la résistance, et quand elle s'est fait arrêter, elle était enceinte. Donc on a attendu qu'elle donne naissance à son enfant, et ensuite on l'a assassinée par pendaison. Et la deuxième femme, c'est Claire. Claire non plus n'a pas de nom de famille. Les esclaves n'ont pas besoin de nom de famille. Elle était une marronne libre. Elle s'est battue contre l'armée française et elle a été assassinée avec son compagnon. Ce sont deux femmes libres, combattantes, résistantes, et pourtant, on ne les connaît pas. Alors, quand on parle des personnes de couleur dans l'histoire de France que l'on connaît, on se moque d'eux. Vous vous rappelez tous de la pub Banania avec le tirailleur sénégalais au grand sourire.
Je ne pense pas qu'ils avaient l'occasion de sourire beaucoup dans les tranchées, les tirailleurs sénégalais. Alors, je vous conseille d'aller sur Twitter et de suivre Babel Color, Stuart Humphreys. C'est quelqu'un qui travaille sur d'anciennes photographies et il les nettoie, il les rénove. Et ça, c'est un travail magnifique. Ce que j'apprécie dans la démarche de Stuart Humphreys, c'est qu'il nomme le photographe, Paul Castelnau, mais il nous permet aussi de connaître le nom et le prénom du tirailleur sénégalais. Et trop souvent, dans une perspective biaisée, on va par exemple interviewer pour les infos à la télévision, on va interviewer une personne par exemple qui va s'appeler Monique Durand et on va dire qu'elle est boulangère et on va dire dans quelle région elle habite. Alors que sur le même journal télévisé, quand on filme des réfugiés dans un pays africain ou dans un pays du tiers-monde, pas seulement en Afrique mais en Asie aussi et en Amérique latine, on va nous dire sur la légende de la vidéo, de l'enregistrement, on va nous dire un réfugié au Mali ou un réfugié en Nouvelle-Calédonie ou un réfugié ou une victime de la guerre. Mais on ne nomme pas les gens, on ne les respecte pas assez pour leur demander leur nom et leur prénom quand on les filme. Donc, je trouve que ça aussi, c'est très représentatif de la façon qu'on a de déshumaniser la personne de couleur, alors que la personne européenne ou blanche, on va la nommer, on va lui demander son identité. Donc, on est très au courant en Angleterre des scandales de la migration politique, avec le scandale de Windrush, mais en France, on ne parle presque pas de ce qui s'est passé dans nos colonies avec notre gouvernement. Donc, si vous êtes au courant de ce qui s'est passé aussi au Canada avec ces orphelinats où on enlevait des enfants indigènes amérindiens et on les coupait de leur famille et on les forçait à apprendre l'anglais, à perdre leur langue maternelle et souvent ils étaient victimes d'abus sexuels et d'abus de châtiments corporels dans ces orphelinats. Eh bien, la France a commis la même chose, les mêmes atrocités que le gouvernement au Canada. Il y a un orphelinat au Sénégal qui s'appelait Orphelinat de garçons de Bingerville, où on attrapait tous les enfants métis qui étaient élevés par leur mère noire et on les coupait de leur famille et on les élevait en espérant leur inculquer les valeurs françaises. Alors ces valeurs, c'était l'enlèvement d'enfants. Et donc le colonel Édouard Asamoah, auteur sénégalais, a écrit De la maison des métis aux orphelinats de Bingerville et Grand-Bassam de 1903 à 2018. Alors si vous essayez d'acheter son ouvrage, ça va pas être facile de le trouver parce qu'il n'est pas représenté et vendu dans beaucoup de librairies. Vous ne le trouverez pas à la Fnac, par exemple. Mais si vous cherchez un peu sur Internet, vous pourrez l'acheter dans une librairie indépendante et comme ça, vous aurez accès à cette histoire qu'on ignore en France. Il y a un entretien du colonel Édouard Asamoah que vous pouvez écouter si vous avez l'occasion. Je pense que ça vaut le coup. Donc vous avez le lien, il veut vraiment s'exprimer, le colonel Édouard Asamoah. Donc vous avez le lien ici, si vous avez le temps, n'hésitez pas. Voilà. Donc je passe à d'autres vidéos qui sont importantes pour vous faire changer de perspective. Il y a Le Rêve français, un film de Christian Faure sur les crimes commis aux Antilles, et Le Scandale des enfants de la Creuse, un documentaire sur le BUMIDOM, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Alors au départ, on peut se dire, c'est bien, c'est pour faire venir des travailleurs qui vont être intégrés en France. Est-ce qu'ils ont été intégrés en France? Est-ce qu'ils ont été respectés? Est-ce qu'ils ont été bien payés? Ça, c'est une autre histoire. Le Scandale des enfants de la Creuse, c'est aussi du kidnapping. On kidnappe des enfants issus qui venaient de la Nouvelle-Calédonie pour les emmener dans une région de France dépeuplée,
pour pallier à l'exode rural, sans se soucier que ces enfants sont déracinés, ils sont souvent maltraités, ils sont ignorés et mal intégrés une fois qu'ils arrivent. Donc, la déportation forcée d'enfants et la migration économique comme outil politique, c'est le passé de la France. Et le problème, c'est que c'est pas un passé très ancien, donc on a encore des personnes d'un certain âge, mais qui étaient ces enfants enlevés. Sans réparation d'ailleurs. J'insiste là-dessus. Il n'y a pas eu de réparation et la douleur a été. La douleur est toujours là et on s'est peut-être excusé, mais les excuses c'est bien, mais il faut aussi des actes pour montrer à quel point on fait son mea culpa en tant qu'État. Donc, on en arrive à se dire la décolonisation, c'est un processus terminé au niveau politique. Oui, mais non, parce que oui, on est parti de la Guinée-Conakry, on a quitté le Sénégal, mais on peut très bien se rendre compte des effets néfastes de nos politiques à long terme et de notre économie aussi. On achète du chocolat, du thé, du café, du riz pour très peu d'argent. On achète du cobalt et tous ces minéraux dont on a besoin pour faire des téléphones et des ordinateurs pour très peu d'argent. Mais qui est-ce qui en paye le prix? Ce sont les anciens colonisés. Donc c'est un processus qui n'est pas encore terminé et qui est souvent nié dans sa dangerosité et dans ses effets néfastes. Alors, je voulais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'épigénétique? Alors, qu'est-ce que l'épigénétique? Eh bien, c'est un nouveau domaine de recherche scientifique qui s'intéresse à l'étude de l'ADN et des facteurs environnementaux et à quel point les facteurs environnementaux peuvent changer l'ADN. On s'intéresse aux survivants qui ont vécu des traumatismes, mais aussi à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Donc, on s'est rendu compte, en étudiant les enfants des survivants de l'Holocauste, que leur biochimie avait été altérée par l'expérience vécue par leurs ancêtres. Donc, cela veut dire que l'ADN subit des événements traumatiques et est perpétué de l'enfant aux petits-enfants. Donc, on a une idée de traumatisme qui se poursuit de génération en génération. Et par conséquent, les victimes de l'Holocauste, ce ne sont pas juste les victimes qui ont vécu l'Holocauste, mais aussi les enfants de ces victimes et les petits-enfants de ces victimes. Pareil pour les enfants, les arrière-petits-enfants des personnes qui ont vécu l'esclavage. Et on peut parler aussi des enfants des parents qui ont survécu à la colonisation et à la décolonisation. Tout ce trauma ne disparaît pas. Il reste encodé dans notre ADN. Alors, est-ce que cela va affecter notre travail de mémoire? Oui, il faudrait. On ne peut pas nier que tous ces crimes qui ont été commis dans notre passé, en tant que société, il y a encore des victimes de nos jours. Les descendants des victimes ont subi un traumatisme qui est porté par leur ADN. On oublie souvent et on choisit d'oublier que la France a commis des atrocités comme les États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Je vous donne un exemple. On a tous appris à l'école le massacre de My Lai, quand des soldats américains avaient tué des villageois au Vietnam. Mais ce qu'on n'étudie pas en France, c'est la même chose. On a fait des massacres dans des villages, à Mai Thuy, Mai Trak et Cat Bay. Mais il n'y a pas de photos sur Internet. On n'a pas l'information. C'est juste quand on lit et quand on s'intéresse à la décolonisation et aux crimes de la colonisation qu'on apprend que la France a les mains sales au même point que l'Afrique du Sud ou l'Amérique. Et on se rend compte à quel point c'est un choix de ne pas en parler et c'est un choix de l'oublier. Rappelez-vous, on parle toujours du massacre d'Oradour-sur-Glane par les nazis et les SS, mais c'est la même chose, ce qui s'est passé à Mai Thuy, Mai Trak et Cat Bay en 1947. Alors, quelle est l'étape suivante après avoir reconnu notre passé? Eh bien, l'étape suivante, c'est reconnaître le traumatisme que des pans entiers de la population ont subi, mais il va falloir aussi aller à la reconnaissance. Et à mon avis, avec l'épigénétique, on se rend compte qu'il va falloir qu'on adresse le point des réparations.
Alors, je vous pose une petite question à tous les chimistes en herbe. Qu'est-ce que c'est, cette molécule? Est-ce que vous la reconnaissez? Alors, cette molécule, c'est la chlordécone. Alors, vous êtes peut-être familier du scandale de la chlordécone. Aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, on a continué à utiliser un pesticide qui était interdit aux États-Unis parce que c'était, je suppose, avantageux économiquement et parce qu'on ne se souciait pas du dégât environnemental causé par l'utilisation de la chlordécone. Dans tous les cas, il est présent dans 92% du sang des personnes qui habitent en Martinique. C'est un empoisonnement de population. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le lien, c'est dans le diaporama, Impact sanitaire de l'utilisation du chlordécone aux Antilles françaises. Il y a eu beaucoup de manifestations pour encourager le gouvernement à prendre en charge les victimes du scandale. Les victimes, ce sont des gens qui vont développer des cancers, qui vont avoir des cancers de lymphatique, des cancers du sein, des cancers de la thyroïde, et il y a aussi une épidémie de goitre thyroïdien. Donc la population a consommé pendant plus de 30 ans des produits pollués aux pesticides. Et le chlordécone, ça prend 700 ans pour se résorber dans l'environnement. Donc c'est un empoisonnement sur des siècles qui a été commis par le gouvernement français, mais aussi par dans les plantations de bananiers. Alors, ce poster, il est très percutant parce qu'on utilise les symboles de la République, c'est-à-dire le drapeau français, et puis les paroles de l'hymne national, ce sont impurs, et on cite la Comédie Française, qui est un endroit très célébré culturellement, mais on le met en parallèle avec ce scandale d'empoisonner les gens. Et ce n'est pas juste les personnes de la Guadeloupe et de la Martinique qui ont été empoisonnées, c'est aussi toutes les personnes qui ont consommé ces bananes, qui ont été exposées aux pesticides. Donc c'est ça la tragédie, c'est que c'est une tragédie pas seulement dans les dom-toms, mais c'est une tragédie qui touche tout le monde. Quand on ne respecte pas les populations indigènes, on ne respecte aucune population. Alors j'aime beaucoup ce signe parce qu'il symbolise tout ce dont j'ai évoqué. Le cancer du côlon, c'est un des risques quand on a été empoisonné à la chlordécone, mais c'est aussi le cancer du colonialisme, parce que c'est une culture où on ne veut pas prendre en compte les dangers auxquels on expose la population, parce qu'on pense que cette population n'a pas d'importance, parce qu'elle est en bas de la hiérarchie, dans cette pensée blanche où l'on caractérise les personnes en fonction de leur appartenance ethnique. Donc les Martiniquais et les Guadeloupéens ont demandé une indemnisation qui n'a pour l'instant pas été donnée à tous les habitants. Et pourtant, ils ont tous subi cet empoisonnement. Et quand ça se passe aux Antilles, ça se passe aussi en France. Ne nous voilons pas la face. Il y a aussi des scandales d'empoisonnement des populations, les algues vertes en Bretagne et les essais nucléaires à Mururoa, à Tahiti, mais aussi en Algérie, comme j'en ai parlé dans les années 60. Donc c'est une tragédie humaine qui nous touche tous. Parce que ce qui se passe aux Antilles, ça peut très bien se passer sur le territoire de la métropole. On peut aussi penser à l'amiante et au sang contaminé. Donc, la France a toujours les mains sales. On n'a pas assez travaillé sur notre responsabilité. France-Afrique, c'est un scandale. C'est une façon économique d'asservir les pays africains qu'on avait colonisés dans le passé. En 2013, François Hollande a décidé d'aller au Mali et a envoyé des troupes françaises. L'argument, c'était que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit des droits d'une population qui veut vivre libre et dans la démocratie. Alors on se demande pourquoi la France n'a pas envoyé de troupes en Ukraine si on veut absolument protéger la démocratie et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce que les Ukrainiens veulent de l'aide, mais on préfère aller envoyer des troupes au Mali ou au Niger en ce moment parce que l'intérêt économique français est plus important. Je cite Lilian Thuram encore une fois. Le problème quand on étudie la colonisation et l'esclavage à l'école, c'est aussi qu'on nous propose une perspective où les personnes de couleur sont toujours asservies et toujours victimes.
ce qui est très mauvais pour notre estime de soi quand on est une personne de couleur. Lilian Thuram dit « L'identité du noir commence par l'esclavage. Je discute énormément avec mes 2 enfants de cette histoire pour leur éviter de se construire une identité de victime. Alors, bien évidemment que non, l'identité du noir ne doit pas commencer par l'esclavage. Mais le problème, c'est qu'en histoire et en cours d'histoire dans les collèges et les lycées français, on commence par l'esclavage. On ne parle pas des royaumes africains avant l'esclavage. Pourquoi ? C'est un choix. Donc, quand on veut décoloniser l'enseignement de l'histoire, de qui on parle en cours d'histoire? Qui est représenté comme important? Eh bien, en général, ce sont les grands hommes. On oublie les femmes, parce que les femmes n'ont pas droit à la place prépondérante. Quand vous voyez les illustrations de cet ouvrage d'histoire, ce sont pour la plupart des Européens blancs et des hommes. On oublie que la population blanche caucasienne représente entre 11 à 18% de la population mondiale. Donc c'est une minorité. Et pourtant, c'est celle qu'on représente toujours en premier. Il faut offrir d'autres perspectives pour mieux comprendre le passé, afin que les générations futures changent cet état de fait. L'histoire des grands hommes, c'est passé. Il faut passer à l'histoire de tous les humains, les hommes, les femmes et les personnes de couleur. Donc, changer le cours de l'histoire, il va falloir changer les cours d'histoire d'abord. Parce qu'on ne peut pas changer de perspective si on ne se rend pas compte qu'on a des préjugés. Comme le dit avec éloquence le docteur Jonathan Weaver, qui est un Africain-Américain, la seule partie sombre de l'Afrique est notre manque de connaissances à son sujet. Alors, on a un petit quiz pour voir si vous y connaissez en histoire africaine. Combien y a-t-il de pays en Afrique? Combien y a-t-il d'ethnies? Combien de langues sont parlées? Pouvez-vous nommer au moins un roi ou une reine africaine? Pouvez-vous nommer un président africain? Alors, je vous laisse essayer de répondre. Allez, on y va. 54 pays en Afrique, plus de 1000 ethnies, plus de 2000 langues sont parlées, langues et dialectes, des rois dont on devrait apprendre l'histoire à l'école, le roi Shaka pour le peuple des Zoulous, Haïlé Sélassié en Éthiopie, la reine Aminatou de Zaozao au Nigeria. Un président célèbre, j'espère que vous avez tous trouvé Nelson Mandela, mais Léopold Sédar Senghor, pour tous les francophones, c'est le premier président du Sénégal libéré, du Sénégal décolonisé. Donc, il faut qu'on apprenne l'histoire de l'Afrique sans commencer par l'esclavage. Il y a une grande histoire avant. Et rappelez-vous que l'Égypte ancienne, c'est une histoire africaine. Utiliser des ressources pédagogiques inclusives, c'est ce que tout enseignant devrait faire. Comment faire? Eh bien, c'est simple. Peut-être qu'il va falloir commencer par les faire vous-même, mais en même temps, il y a beaucoup de ressources déjà sur Internet. Alors là, je vous montre comment on peut enseigner les instruments de musique classique ou de musique générale traditionnelle en utilisant des personnes de couleur. Donc, si vous ne les avez pas reconnus, Louis Armstrong, Esperanza Spalding qui joue de la contrebasse, Sheku Kene Mason qui est anglais et qui joue du violoncelle, et Anushka Shankar, qui est d'origine indienne, qui joue du sitar. Alors un autre exemple, le sport c'est peut-être plus facile, mais Kylian Mbappé est toujours très populaire auprès des jeunes. Katharina Johnson-Thompson, c'est une Anglaise qui fait de l'athlétisme. Vous avez Marie Tabarly qui fait du cheval en plus de la voile, et Mehdi Metella qui fait de la natation. Faire attention aux points de détail, alors je cite, mais je vais pas le nommer, le point de détail c'est important. Parce qu'en fait, c'est là que l'histoire a de la valeur. Donc, quand on parle du 19e siècle, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas aux personnes de couleur à Paris, par exemple? On pourrait parler d'Alexandre Dumas, qui était métis, ou de George Bridgewater, qui était un ami de Beethoven et un grand violoniste. Il y a un livre, si vous voulez en savoir plus, sur George Bridgewater, écrit par l'écrivain congolais Emmanuel Dongala. Quand on veut décoloniser, il faut acheter les livres écrits par des personnes de couleur ou des personnes qui sont francophones mais issues d'autres pays que la France, et il faut en parler. C'est la seule façon que l'on a de valoriser les ouvrages créés par des personnes de couleur.
Je salue l'exposition du Palais d'Orsay sur le modèle noir, mais il en faut beaucoup plus. Et il faudrait que ce soit une exposition itinérante pour que toute la France puisse bénéficier de l'accès à l'art. Quand on connaît tous Joséphine Baker, mais Joséphine Baker n'était pas qu'une danseuse dénudée, c'était aussi une femme engagée dans la résistance. Donc, souvent aussi, quand on présente des personnes célèbres qui sont de couleur, on oublie qu'elles ont aussi eu une importance historique et politique. On se concentre sur le côté showbiz. Il faut absolument relativiser et montrer que la plupart des gens de couleur sont des personnes complètes, riches, avec une histoire variée. Alors, si vous voulez faire appel à la décolonisation dans les cours d'éducation civique ou de philosophie, vous pouvez utiliser le concept de l'art nègre chez Picasso. Quand on avait demandé à Picasso s'il connaissait l'art nègre, il avait dit « Ah, je ne connais pas. Il n'y a pas d'art nègre, mais une manifestation du génie humain qui, à la suite des circonstances, s'est exprimée et développée en Afrique. » Alors, est-ce que c'est la promotion de l'art africain ou est-ce que c'est l'appropriation ? En cours de dessin, vous pouvez montrer un masque du Zaïre et montrer les Demoiselles d'Avignon de Picasso et demander est-ce que c'est appropriation ou promotion ? Vous avez aussi le livre de Jean Laude, La peinture française et l'art nègre, pour montrer à quel point souvent on s'inspire de l'art africain sans nommer l'art africain ou les artistes. Racisme, préjugés et représentation, c'est un grand sujet. On peut l'évoquer en philosophie. On peut montrer les illustrations de la revue Nègre et demander est-ce que c'est une façon acceptable de promouvoir une artiste ? Est-ce que Joséphine Baker était une image de femme émancipée, libérée, ou est-ce qu'elle utilisait elle-même les préjugés perçus et mis sur le corps de la femme noire ? C'est quelque chose d'intéressant à étudier avec des étudiants. Donc il faut toujours commencer, à mon avis, par l'idée reçue et le cliché, pour mieux le détruire. Donc, j'ai développé une méthode, la méthode de l'élastique, parce que l'élastique, ça permet d'étirer, d'élargir notre pensée et notre connaissance. Donc on passe de la culture avec un grand C, les grands hommes, qui étaient souvent blancs, des classes moyennes ou élevées, et qui représentent la culture française classique. Et on étire cet élastique et on va jusqu'aux cultures locales, indigènes et urbaines, aux cultures de rue. On démocratise. Alors je vous montre comment c'est fait une leçon décolonisée. Moi, quand je parle du voyage avec mes élèves, on commence par les clichés, donc le marin français, avec la marine, le costume, le t-shirt breton, et ensuite on passe au vocabulaire, bien sûr, mais on ne s'arrête pas là et on va chercher des personnes qui ont une importance dans la culture française. Éric Tabarly, qui était célèbre dans les années 90, un marin qui a gagné beaucoup de concours de voile, mais qui était aussi dans un couple biracial avec sa femme. Et ils ont eu un enfant tous les deux, Marie Tabarly. Marie, pour moi, c'est un grand symbole d'une France décolonisée, où on a des familles mixtes. Et quand on peut parler de l'histoire d'amour d'Éric et Jacqueline, on célèbre un mariage mixte, mais aussi on peut parler on commence avec la destination de voyage, la Guadeloupe, et après on part d'une réflexion sur la colonisation. Pourquoi est-ce qu'il y a des Guadeloupéens qui sont d'origine africaine en Guadeloupe ? On peut parler de la canne à sucre, on peut parler du rhum, on peut parler de l'architecture, on peut parler de l'esclavage, du commerce triangulaire, on peut parler de solitude. Quand on parle du voyage, on peut aller très loin dans la réflexion historique, politique et décolonisée. Et ensuite, on a des Guadeloupéens célèbres, Lilian Thuram, footballeur et essayiste, mais aussi Marie-Josée Pérec et Solitude dont j'ai parlé. Alors, moi, ce que j'essaie de faire dans mes leçons, c'est toujours de partir de ce qui doit être connu par tous. Par exemple, Les Misérables de Victor Hugo, mais j'étire mon élastique et j'englobe beaucoup d'autres sujets. Donc, je commence par Victor Hugo et je finis par Lajli avec son film en 2019 qui a gagné un prix du Festival de Cannes, prix du jury. Donc, je décolonise avec cette méthode de l'élastique. Je suis partie du classique, de la littérature française traditionnelle avec Victor Hugo, du Paris du 19e siècle. Alors après, on peut faire tout un tas d'activités. Vous
pouvez faire une analyse de texte, vous pouvez faire de l'expression écrite et écrire de nouvelles paroles, donner son opinion sur un film, sur une intrigue, sur un passage, réécrire un dialogue, visionner sans le son, demander à ce qu'on réécrive les dialogues. Il y a plein de choses à faire avec des documents authentiques en classe. On regarde le film, on regarde la bande-annonce, bien sûr, et ensuite, on passe à autre chose. On demande aux enfants de discuter de ce qu'ils ont vu et on essaie de leur faire inférer le contenu du film. Et on leur fait comprendre la réalité sociale en France avec la police, la violence policière, avec la misère sociale et avec l'immigration. Et ensuite, on compare avec la même chose, c'était pas la police, c'était les soldats, mais c'est la violence étatique et la misère de l'enfance avec la figure de Gavroche. Donc, on peut étudier la chanson de Gavroche, on peut l'apprendre, on peut la faire chanter pour la fête de l'école. Il y a plein de choses à faire quand on veut décoloniser la pensée. Je ne vais pas vous faire écouter toute la musique, vous pouvez y accéder sur YouTube, mais quand on parle de la misère en France, la misère de Gavroche, maintenant, elle est toujours là, elle est actuelle dans les banlieues. Et donc, j'étire mon élastique de Gavroche à un enfant de banlieue. Et comme je suis une féministe revendiquée, je vais aussi parler de l'art urbain, l'art qui était décrié, hein, c'était du gribouillage sur les murs, mais l'art urbain est important et maintenant il fait partie de ce qu'on expose dans les musées. Et puis quand on parle de l'art urbain, on va aussi parler du féminisme et on va inclure des artistes femmes. Donc par exemple Diams avec Ma France à moi, des chansons qu'on peut utiliser à l'école dans les textes, mais aussi on peut parler de Mystique, cette artiste urbaine immigrée et féministe. N'oublions pas qu'elle est biraciale aussi, elle avait un parent français et un parent d'origine maghrébine. Donc il y a plein de choses à faire quand on utilise cette méthode de l'élastique en classe. On peut passer du masculin au féminin si on veut parler de grammaire, mais on peut le faire avec le fond, l'art urbain et l'art féministe. Donc, je passe très vite, mais c'est ce que je fais avec mes élèves. Par exemple, je leur demande de passer un texte du masculin au féminin. C'est de la langue, c'est de la linguistique, mais en même temps, je leur donne toutes ces connaissances sur l'art urbain et sur l'art féministe en France. Donc, quand je décolonise mes leçons, je ne m'arrête pas là. Je tire sur mon élastique. Je décolonise aussi l'espace. Donc, dans ma classe, je veux décoloniser l'espace scolaire. Je veux que mes élèves se rendent compte que ce qui est considéré comme normal est en général une perspective réduite et biaisée. Et il faut la remettre en question. Alors, j'aimerais que ce poster, cette affiche, soit partout dans tous les collèges de France. C'est Angélica Das, qui est une Brésilienne et qui a créé un projet. Elle a commencé à prendre en photo des gens qu'elle connaissait et ensuite elle a analysé leur couleur de peau et avec une app ou un software, un logiciel, elle a réutilisé la couleur de peau comme fond et elle a nommé chaque couleur. Et il y a des centaines de couleurs, parce qu'en fait, personne n'est de la même couleur. Personne n'est ni blanc, ni noir, ni marron. Il y a tout un tas de teintes différentes. Et c'est un projet qui embrasse la diversité, l'humanité, et qui revalorise les différentes couleurs. Donc, de quelle couleur suis-je ? Il y en a tellement à choisir, et c'est passionnant, parce que parfois, on se dit une telle personne doit être noire africaine, mais en fait non, elle a la même couleur que quelqu'un qui viendrait du Japon par exemple. Donc c'est passionnant de voir à quel point on a imposé des catégories arbitraires, jaune, noir, blanc, sur des peaux qui n'ont absolument pas cette couleur. Dans ma classe décolonisée, je voudrais avoir des DVD ou des films ou des livres ou des romans ou des affiches qui représentent la diversité. Donc ça veut dire qu'il faut avoir
des ouvrages écrits par des auteurs de couleur, mais aussi avoir des posters avec des personnes importantes de la culture française, comme Jessye Norman, Joséphine Baker, Christiane Taubira, Yannick Noah, Tony Parker, Omar Sy, j'en passe des meilleurs, mais aussi avoir des tissus africains et de l'art africain, et de l'art peut-être des Antilles, et de l'art chinois ou indien. Il faut absolument que l'on évite de se concentrer seulement sur la culture française. La méthode élastique permet d'apprendre ce qui était fondateur dans la culture française et ensuite de l'extrapoler et de découvrir les autres cultures. Quand je veux décoloniser l'espace, je veux aussi offrir un endroit où tous mes étudiants se sentent représentés. Cela veut dire que je vais avoir une carte et que si j'ai des étudiants qui viennent d'un autre pays, ils peuvent mettre une petite épingle sur la carte et nous montrer à quel point on vient de partout dans le monde, ou s'ils ont des connexions avec quelqu'un qui vit dans un autre pays. Il faut valoriser l'origine de nos élèves. Si vous avez des élèves qui viennent du Kyrgyzstan ou d'Asie mineure ou du Vietnam, demandez-leur d'apporter un poster de leur pays ou un manuel de leur pays et exposez-le dans votre classe. Vos élèves se sentiront vus et c'est très important d'être revalorisés. Alors, après avoir décolonisé les ressources scolaires, décolonisé l'espace, il faut continuer à décoloniser l'esprit. Et on fait ça en groupe. On ne reste pas tout seul dans sa classe. On organise des activités pour toute l'école. Alors là, par exemple, avec la diversité par la gastronomie, moi je suis française, j'adore la nourriture. J'adore la gastronomie. Donc, l'idée d'un livre de recettes de l'immigration ou qui célèbre la diversité, vous demandez à chaque élève de faire venir, de cuisiner à la maison un plat typique de leur famille, d'écrire la recette et après on met la photo et la recette dans un livre, on le fait imprimer et on peut le vendre pour collecter des fonds pour l'école. C'est une façon de créer du lien communautaire. Si vous voulez aussi aller vers les histoires à l'heure d'aller au lit, vous pouvez demander à des membres de la famille de vos élèves de s'enregistrer en train de lire une histoire qui leur est chère dans leur langue maternelle. Alors ça pourrait être une histoire en hébreu, une histoire en mandarin, une histoire en peul, en yoruba, quelle que soit la langue, vous pouvez l'enregistrer et la faire écouter lors d'une assemblée. Un autre projet qui englobe toute l'école, c'est la fête de fin d'année. Alors, pour une fois, on pourrait avoir un stand par pays. Si vous avez une grosse communauté maghrébine ou une communauté du Kosovo, vous pouvez leur demander d'avoir un stand et d'amener des jouets traditionnels ou des jeux traditionnels ou aussi des biscuits ou des gâteaux traditionnels de leur pays. C'est une façon de célébrer toutes les cultures. Pour décoloniser l'école, il faut aussi décoloniser le corps parce que l'esprit et le corps sont tout aussi importants. Alors pour décoloniser le corps, il faut passer par l'acceptation de la différence, accepter la différence. Donc, je vous donne un exemple. Le terme misogynoir, je le trouve génial. C'est un terme inventé par Moya Bailey, qui est africaine-américaine, qui vit à New York. Elle l'a inventé en 2010. Ça veut dire que quand on est une personne de couleur, quand on est une femme, on a encore plus de difficultés à évoluer dans notre société parce qu'il y a beaucoup plus d'injustices. Ça s'appelle l'intersectionnalité. Alors ça, j'aime un peu moins comme mot, je le trouve plus difficile à dire. Mais ça veut dire que plus on est différent, et à cela s'ajoute si on a une disabilité physique ou un problème physique ou si on a besoin d'un fauteuil roulant ou si on est sourd ou aveugle, toutes ces difficultés vont s'ajouter et ça fait des couches de complexité pour évoluer dans notre société. Donc l'intersectionnalité, c'est quand en plus d'être de couleur, on rajoute à ça le fait d'être une femme et parfois d'être aussi un membre de la communauté LGBTQ. Donc tout ça s'ajoute et rend la vie plus difficile. Quand on est une femme d'origine subsaharienne, la difficulté, c'est que les codes de beauté vont à l'encontre de ce qu'on a. Alors, le cheveu, par exemple, le cheveu afro, il est mal perçu. On le critique, on pense que les personnes qui ont des cheveux afro devraient toujours les faire défriser pour qu'ils ressemblent plus à des cheveux
lisse européen. Donc le soin du cheveu, c'est vraiment une question difficile à gérer pour les femmes de couleur, et on commence juste maintenant à accepter la beauté du cheveu afro. Donc il faut célébrer la beauté noire au naturel, la beauté du cheveu et la beauté de la couleur de peau. Il y a 2 ouvrages que tous les enseignants devraient acheter en France et lire. C'est Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation de Juliette Smeralda. Donc là, on parle plutôt de l'histoire et du traumatisme et à quel point cela affecte les personnes de couleur et les personnes qui ont des cheveux afro. Alors que dans le dans le livre de Rokhaya Diallo, Afro, c'est une célébration de la beauté du cheveu afro. Alors, je vous le disais d'ailleurs, l'Égypte ancienne, quand on en parle dans les cours d'histoire, on l'a blanchie. Souvent, on imagine que les Égyptiens étaient presque comme des Européens physiquement, alors que non, ce sont des Africains, les Égyptiens. Alors, je sais que Cléopâtre était d'origine grecque, maintenant on s'en est rendu compte, mais tout de même, le cheveu d'un Égyptien allait plutôt être bouclé ou frisé comme un cheveu afro. Donc, là, je vous montre, avec cette photo d'un homme afwa, comment on traite le cheveu en Éthiopie. On utilise du beurre et ensuite on enroule le cheveu autour d'une baguette. Ce qui fait ces boucles magnifiques, c'est comme des anglaises. Et c'est celles qui étaient représentées sur toutes les illustrations dans les tombes et les caveaux égyptiens de l'Égypte antique. Donc, on voit à quel point s'occuper du cheveu africain prend du temps, mais et permet de s'exprimer au niveau créatif, d'ailleurs. Alors, attention, si vous n'aimez pas regarder des images médicales ou des images qui représentent de la violence physique, fermez les yeux. L'image qui suit peut être choquante. Donc, je vous montre l'image et pour ceux qui ne veulent pas voir, je décris. Donc, sur la droite, il y a une image récente d'une femme de dos. Et cette femme a utilisé de la crème qui blanchit la peau, donc faite à base de produits comme des produits caustiques, comme ceux qu'on utilise dans les toilettes pour nettoyer. Et donc, elle s'est brûlée la peau au 3e degré. À gauche, c'est une ancienne photo de l'époque de l'esclavage en Amérique, et c'est le dos d'un homme, un esclave, qui a été fouetté, et il a des cicatrices sur tout son dos. Alors pourquoi j'ai utilisé ces 2 photos bien différentes, une femme jamaïcaine de nos jours et un esclave africain-américain? Eh bien, j'ai voulu montrer à quel point le racisme, ça brutalise les corps, mais aussi l'esprit, parce que les personnes de couleur de nos jours pensent que leur corps n'est pas assez beau et qu'il faut le changer, il faut le rendre plus blanc ou moins différent. Et donc c'est tout un business. Au niveau économique, cela rapporte plus de 3,9 milliards de livres sterling, l'industrie mondiale de l'éclaircissement de la peau. C'est très dangereux, c'est nocif, ça abîme la peau. Et pourtant, des femmes se sentent obligées de le faire. Je cite Jolly Cooper, qui habite à la Jamaïque et qui est une femme, et qui disait en 2017 « Quand tu es noire en Jamaïque, personne ne te voit ». Donc on pousse les gens à se décolorer la peau, dépigmenter la peau, afin d'être moins noirs. Donc ce racisme, cette hiérarchisation des attributs ethniques a encore un effet bien concret sur la psyché des personnes de couleur. Et il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent avec ça d'ailleurs, ce complexe qui a été créé. Je vous rappelle aussi qu'aux États-Unis, les femmes se défrisent les cheveux, elles refusent d'avoir des cheveux africains ou afro, et elles utilisent des produits chimiques perturbateurs endocriniens qui créent qui donnent des maladies aux femmes. Donc les fibromes, il y a plus de fibromes chez les femmes noires aux États-Unis, 2 à 3 fois plus élevé le taux de fibromes que chez les femmes blanches, parce qu'elles s'exposent à ces produits chimiques. Aussi, un des problèmes quand on se fait des coiffures trop serrées parce qu'on veut absolument lisser le cheveu pour le rendre
raide, c'est qu'on peut aussi perdre ses cheveux. L'alopécie de traction, c'est quand on tire trop souvent sur le cheveu. Donc, ça n'arrive pas qu'aux femmes noires. Il y a aussi des ballerines à qui c'est arrivé parce qu'on tire sur le cheveu pour faire des chignons. Mais c'est clairement quelque chose qui vient d'une imposition d'une certaine beauté où on veut des cheveux lisses et on veut une peau plus blanche. Le défrisage chimique est dangereux pour la santé. Alors, ça a été inventé par un esclave noir américain, Garrett Morgan. Pourquoi il l'a inventé ? Bien parce qu'il s'est rendu compte que les femmes voulaient avoir des cheveux européens ou caucasiens ou raides. Donc c'était un désir. Mais d'où vient ce désir ? Il vient d'un complexe à la base. Qu'est-ce qui va nous dire que le cheveu afro est moins beau que le cheveu lisse ? Vous voyez sur cette photo, c'est une femme magnifique et ses cheveux afro sont magnifiques. Et pourtant, aux États-Unis, quand on ne se défrise pas les cheveux, on est vu comme quelqu'un d'un peu politique, quelqu'un qui n'est pas très professionnel ou quelqu'un qui est un peu trop revendicatif. Il y a encore des préjugés négatifs sur le cheveu afro. Alors, quand on est enseignant, il faut protéger nos élèves. Et pour protéger nos élèves, il faut pouvoir les soutenir. Si vous remarquez que vous avez des élèves qui se grattent tout le temps le cuir chevelu, ça peut être bien évidemment à l'école primaire c'est plus souvent des poux, mais à l'école secondaire ça peut être des démangeaisons constantes dues aux produits chimiques qui sont utilisés par les élèves ou à la traction qui crée une irritation et qui finit par l'alopécie. Si vos élèves se plaignent que leurs coiffures sont trop serrées, si vous avez aussi des élèves qui ont des cheveux afro mais mal entretenus, emmêlés, ça peut être un signe de négligence ou des parents qui ont besoin d'aide. Si vous avez des élèves qui se tirent les cheveux tout le temps en arrière, vous savez maintenant qu'il y a un risque de devenir chauve. Et aussi quand vous avez des élèves qui expriment un dégoût de soi ou qui critiquent leur couleur de peau ou leurs cheveux, vous devez les soutenir pour leur faire comprendre qu'il faut s'accepter. Il faut travailler sur cette positivité au niveau de notre propre corps. Si vous avez des élèves qui apparaissent renfermés, déprimés, ce sont des symptômes de cette pensée blanche qui dénie la différence et qui ne célèbre pas la beauté des personnes de couleur. Donc, pour donner à vos élèves les mots qu'il faut pour s'exprimer, il faut qu'ils sachent décrire leurs cheveux. Alors, par exemple, vous avez les textures de cheveux. Donc ça, c'est important de savoir qu'il y a des termes. On va de 2A pour les cheveux lisses jusqu'à 4C pour les types de frisures. Donc, il faut absolument que les coiffeurs, mais aussi les gens le français moyen connaissent ces termes pour pouvoir les utiliser, mais aussi normaliser. Rappelez-vous que 20% des Français ont les cheveux frisés, voire afro, et pourtant, jusqu'en un certain moment, au CAP de coiffure, on n'enseignait pas comment s'occuper des cheveux frisés ou crépus. Seuls les soins capillaires pour les cheveux lisses ou plus ou moins ondulés étaient enseignés. Donc, encore une fois, on voit cette habitude d'oublier les personnes de couleur qui ont des cheveux afro ou frisés. Alors, je vous conseille 3 films, un documentaire, Good Hair, une biographie, une adaptation biographique, Self-Made, et un film en espagnol, Pelo Malo, Cheveux rebelles. Ce sont des films géniaux pour montrer l'histoire du cheveu afro. Je voulais aussi parler du colorisme en passant, parce que même au sein d'une communauté, on peut avoir une pensée qui reflète le racisme. Par exemple, vous avez Kouda Diop à droite, qui est mannequin maintenant, qui est d'une femme magnifique, et qui était rejetée dans sa propre communauté au Sénégal et à l'école, parce que on l'appelait darky, parce qu'elle avait la peau très 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 noire, avec un taux de mélanine très élevé. Donc ça s'appelle le colorisme, quand on juge les gens d'une même communauté en fonction de leur couleur de peau. Et en général, que ce soit en Inde ou en Afrique, plus on a la peau noire, et moins on a accès aux positions les plus hautes dans l'entreprise, et on
on est rejeté par sa propre communauté. Donc ça aussi, c'est quelque chose contre laquelle il faut lutter, le colorisme. Alors, j'utilise le mot punir, je sais que c'est un mot un peu choquant, mais à mon avis, il faut punir les actes racistes. Si vous avez des élèves qui se moquent de la coiffure afro d'autres élèves, ne le tolérez pas, c'est inacceptable. Si vous avez des élèves qui insultent, qui disent des insultes raciales sur les réseaux sociaux, il faut les punir. À mon avis, c'est très important de ne plus accepter ce genre de comportement. Parallèlement, quand on punit, il faut aussi en même temps encourager et féliciter les élèves qui montrent des signes d'acceptation, les élèves qui montrent des signes de positivité corporelle et les élèves qui promeuvent les droits LGBTQ dans les communautés ethniques en particulier. Si vous voulez en savoir plus, il y a des sites internet, la plupart en anglais, pour savoir quel mot utiliser pour décrire la couleur de peau d'une façon plus ouverte et sans préjugés. Alors moi, j'ai fait cette petite activité. Une fois, j'ai demandé à mes élèves d'entourer ce qui était positif ou négatif et de justifier leur choix. Qu'est-ce qui est acceptable à utiliser comme adjectif qualificatif pour décrire la peau et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, vous pouvez faire cette activité-là avec vos élèves. Alors, j'aime beaucoup la chanteuse Ize. Je trouve qu'elle promeut la positivité et l'acceptation du corps, quelle que soit la taille de ce corps. Donc, j'aime beaucoup utiliser ses chansons dans mes cours aussi, parce que déjà, elle a une voix magnifique et en plus, elle assure. Si vous voulez parler de toutes les beautés, il faut acheter l'Atlas de la beauté de Mihaela Norok. Elle est géniale, elle vient de Roumanie et elle a voyagé partout dans le monde pour prendre en photo des femmes de tous les pays, âgées de 2 à 95 ans, des femmes de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les âges, et elle a trouvé la beauté dans le sourire de ces femmes. Ça, c'est un livre magnifique à acheter et à offrir. Je pense que c'est important d'avoir un exemplaire dans chaque bibliothèque. J'ai mentionné la cause LGBTQ. Alors, le concept d'intersectionnalité, il est valable pour les personnes lesbiennes, gays, transgenres et queer. Il est important de se rappeler que dans certaines communautés, on est rejeté si on est homosexuel et on est stigmatisé. Et donc, il faut encore plus soutenir ces élèves-là parce que non seulement ils vont souffrir du racisme qui fait partie de la société, le racisme institutionnel, mais ils peuvent aussi être rejetés par leur propre famille à cause de leur sexualité ou de leur identité biologique. Donc il faut absolument aider nos jeunes qui sont de couleur et qui font partie des minorités LGBTQ. Alors je vous donne l'exemple de Marsha P. Johnston, qui était une des premières femmes qui a essayé de changer les choses elle faisait partie du groupe Stonewall à New York. Bon, elle est née en 1945. Alors imaginez, quand Marsha P. Johnston est née, elle est née homme et elle est née homme noir aux États-Unis. Donc sa vie a dû être très difficile et pourtant elle a travaillé tout le temps sur la positivité et l'acceptation de soi. Elle a été assassinée en 1992. La police a dit que c'était un suicide, mais les amis de Marsha P. Johnson sont convaincus qu'elle a été assassinée et son meurtrier n'a jamais été arrêté. Donc il faut absolument redonner la visibilité aux personnes LGBTQ dans le mouvement civique et social et reconnaître leur apport et leur importance. Si vous voulez soutenir vos élèves, créez une petite boîte aux lettres. Alors, vous pouvez la faire par vos élèves ou juste avoir une boîte à chaussures avec un petit trou et marquez bien que c'est un endroit où on peut poster anonymement toutes les questions qu'on n'ose pas dire à voix haute et ça permet à vos élèves de s'exprimer sans risque. Alors, quand on veut aider au niveau de l'école, ce serait bien aussi d'utiliser la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, en demandant à vos élèves de travailler sur
le sujet, demandez-leur de préparer un exposé sur des femmes noires qui travaillent dans les sciences, demandez-leur de trouver des faits historiques sur l'histoire africaine, ou alors faites-leur lire un extrait de littérature africaine, de romanciers. Il faut promouvoir la culture africaine et la culture francophone aussi africaine. Alors, moi, je vous conseille d'acheter ces livres si vous voulez décoloniser votre pensée et votre bibliothèque. Donc, en particulier, La pensée blanche de Lilian Thuram, Décoloniser l'esprit de Ngugi wa Thiong'o et celui sur les Amérindiens pendant l'arrivée des colons, donc Enterre mon cœur à Wounded Knee de Dee Brown. Ce sont des livres très durs à lire, hein. Je vais pas vous le cacher, ce sont pas des livres plaisants qu'on va lire quand on est à la plage l'été. Ce sont des livres qui vont vous remplir de colère, d'indignation et de tristesse, mais ce sont des livres qui vont déclencher un mouvement. Et il faut que nous ayons tous conscience de la difficulté rencontrée par les populations en France qui ne se sentent pas respectées ni représentées. Alors, si vous parlez anglais, si vous le lisez, il y a plein de littérature. J'ai trouvé ces livres récemment en me baladant dans une librairie anglaise à Londres. Alors, Angela Davis, qui est une personne que j'admire beaucoup, une femme qui ose avoir des opinions aux États-Unis, une femme de couleur. The Whole Picture aussi, l'histoire de l'art dans les musées en Angleterre. Un ouvrage célèbre de René Edulodge, Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Pourquoi est-ce que je ne parle plus aux Blancs de la question de la race, et aussi pour ceux qui aiment le design, Afro Chic, qui célèbre la beauté des décorations intérieures de familles noires américaines. Donc ça, c'est peut-être plus léger si vous voulez l'avoir pour le feuilleter. Les autres, ce sont des essais qui vous font réfléchir. Alors, j'adore ce poster, je trouve qu'on devrait l'avoir dans toutes les écoles aussi, pour montrer la différence entre l'égalité et l'équité. En France, on se concentre sur l'égalité. On dit toujours, oui, on a fait la révolution, on a donné les droits de l'homme. On oublie souvent qu'il y avait les droits de la femme aussi. Et ça y est, c'est fini. Non, c'est pas fini. On a travaillé sur l'égalité, on s'est débarrassé de la monarchie, c'est bien, mais on n'a pas encore travaillé sur l'équité. Donc l'équité, c'est se rendre compte qu'on a tous une expérience différente et que certains, pour des raisons historiques, économiques, sociales ou épigénétiques, certaines personnes n'ont pas accès aux mêmes choses que d'autres, et il faut les aider, les soutenir afin qu'ils aient la possibilité de s'épanouir. Et l'objectif à la fin, c'est d'arriver à ce que tout le monde ait la même chance dans la vie. Alors, je sais bien que ça paraît hypothétique, mais on n'en est qu'à l'égalité pour l'instant. Il faut qu'on passe à l'image du milieu avec un petit peu plus d'équité. Des initiatives, il y en a en France, hein. Moi, j'admire Christiane Taubira pour ça, parce qu'elle s'élève contre la pesanteur de la pensée blanche en France, et elle a réussi avec la loi Taubira en mai 2021. Le 10 mai est devenu la journée nationale du souvenir, et ça, c'est notre devoir de mémoire. Les Allemands ont fait leur devoir de mémoire avec l'Holocauste, et nous, on commence à petits pas à se rendre compte à quel point on a commis de crimes contre l'humanité. Donc, travaillez là-dessus le 10 mai, préparez quelque chose avec vos élèves. C'est important d'en faire un jour qui compte dans le calendrier scolaire. Alors, j'en arrive au calendrier scolaire. Décoloniser le calendrier scolaire, c'est proposer des activités qui peuvent être faites par toute l'école ou par des groupes ou par quelques classes, afin de garder cette idée de décolonisation au jour le jour. Donc, moi, je vous propose un calendrier Activision, activité et vision, parce que c'est quelque chose de visionnaire, de vouloir changer les choses, de vouloir changer les esprits. Black History Month, ça se fait en Angleterre en octobre, et aux États-Unis, ça se fait en février. Donc, vous pouvez choisir le mois qui vous paraît le plus pratique. En septembre, c'est Afro Hair Day, où on célèbre la beauté du cheveu afro.
En décembre, on peut décoloniser Noël, et je ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, c'est un sujet très intéressant, l'histoire de Noël. Janvier, la galette des rois. Mais on peut aussi parler du Balthazar, qui était le roi d'Éthiopie et qui était un des rois mages. Si vous voulez utiliser des personnages célèbres, vous pouvez parler de Dido Bell, qui était une femme noire qui vivait dans un château pas très loin de chez moi d'ailleurs, à Kenwood House. Vous pouvez parler de Patrice Lumumba, son anniversaire en juillet, et vous pouvez célébrer Pâques dans les Dom-Toms et les célébrations du Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Donc il y a plein d'idées ici pour pouvoir parler des personnes de couleur dans la culture française et anglaise et américaine tout au long de l'année. Alors, je vous donne un exemple de ce que j'ai fait avec ma classe. Je leur ai demandé de travailler sur une poésie pour ouvrir la voie, mais ouvrir la voie aussi vers la décolonisation. Donc, la voie VOX et la voie VOIE. Il s'agissait d'écrire un poème ou de faire une illustration pour ceux qui n'aiment pas écrire. Donc là, ce sont des poèmes en anglais parce que c'était mes élèves anglais. Donc là, j'ai une élève de 6e qui a écrit un petit texte sur Black Lives Matter. J'ai un autre élève qui avait fait une illustration avec le point levé. Ici aussi, un poème d'une élève de 6e. Et là, c'était un professeur, Simon Hoffman, professeur d'histoire, qui a voulu aussi contribuer à la compétition. Et chaque poème était projeté dans le hall de l'école sur un écran. Je partage avec vous ces liens pour des associations caritatives antiracistes. Si vous les contactez, je suis sûre qu'ils peuvent vous donner des ressources ou des idées pour vous aider à faire des leçons plus décolonisées. Plein de ressources pour lire, pour vous occuper le week-end. Des films, des documentaires, des vidéos sur YouTube, plein de choses en français pour la plupart. Des ouvrages à consulter si vous voulez en savoir plus. L'esclavage raconté à ma fille par Christiane Taubira. L'école ambiguë, histoire de famille à Tahiti. Bleu, blanc, rouge d'Alain Mabankou. Plein de choses pour apprendre à enlever les œillères et à essayer de travailler pour développer une éducation plus diverse. J'ai des ressources, la plupart en anglais, mais qui peuvent être partagées pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez me contacter pour me demander. J'ai fait tout un travail sur les cheveux afro et sur Joséphine Baker notamment. J'ai aussi fait des podcasts en anglais si ça vous intéresse, notamment le Motivational Impact of Decolonizing Our Languages Curriculum avec The Motivated Classroom. Donc tout ça, c'est accessible en ligne partout dans le monde si vous avez Internet. Et si vous voulez me poser des questions ou me donner votre avis, s'il vous plaît, n'hésitez pas, je suis sur Twitter, je suis très active, j'y vais tous les jours, @profmfl. Contactez-moi, ça me ferait plaisir d'avoir votre commentaire par rapport à cette vidéo. J'espère que ça vous a été très utile. Surtout, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très bonne expérience de décolonisation de vos leçons, de votre espace scolaire, de votre salle de classe et de l'esprit. En vous remerciant.